Salut à toutes et à tous, à moins d'un an de Paris 2024, Christian Vandenberg nous accueille à Nogent-sur-Marne au siège de la Fédé pour Coup de Pelle. Bonjour. Bonjour Thomas. Aujourd'hui, nous allons aborder de nombreux sujets, les JO et leur préparation évidemment, mais également cette rentrée sportive avec la saison 2023-2024 qui débute, les nouveautés, et puis c'est dorénavant officiel depuis aujourd'hui, le beach rowing sera aux JO de Los Angeles en 2028. C'est une formidable nouvelle. C'est une excellente nouvelle, cher Thomas. On l'a rêvé, la France l'a fait plein de fois, le beach rowing fait partie des meilleures nations et donc c'est une possibilité incroyable pour le développement de l'aviron français et bien sûr pour aller chercher des médailles à Los Angeles. Et c'est formidable, on abordera également ton parcours Christian afin de mieux te connaître. Allez hop, c'est parti. C'est ton dos derrière pour sortir bien carré. C'est l'heure de vérité pour le 2 de coupe. Coup de pelle, le podcast du Magaviron. Il reste 10 coups, 20 coups. Allez les gros. Prépare un peu plus tôt devant. Présenté par Thomas Pronguet. aujourd'hui nous nous trouvons donc au siège de la Fédération française d'aviron sur les berges de la Marne, à Nogent-sur-Marne justement. Merci Christian de nous accueillir à la Fédé, on a pas mal de choses à aborder. On va commencer par notre premier volet et une petite présentation, la partie que tout le monde préfère. Comment as-tu découvert l'aviron ? Alors Thomas, d'abord j'ai découvert l'aviron au collège, je faisais du rugby. Mon prof de PS était très rugby parce qu'il était du sud-ouest. Et comme j'étais tout grand, tout fin, j'avais 13 ans et demi, il me dit « Écoute, le rugby, tu vas te faire casser en deux. Il faut que tu fasses un autre sport, il faut que tu prennes du muscle. Fais de l'aviron. » Et c'est là que j'ai découvert l'aviron à Lille, mon lieu de naissance. Et donc, je ramais à l'Union Nautique de Lille. Donc ouais, c'était dans le Nord. Chez les Vikings. C'est pour les Marseillais, le Nord, c'est l'Arctique, hein. On ne connaît pas ou peu ton palmarès, tu t'es illustré sur des championnats de France avant de devenir athlète international. C'était un club à Lille où on était une cinquantaine de rameurs et de rameuses. Donc je pense que je devais être le seul à mesurer 1m97 et 95 kg à l'époque. Et l'entraîneur, je le salue, il n'est plus là bien entendu, il s'appelle Robert Van de Put, un nom bien du Nord, et qui préférait les bateaux longs, qui représentent bien les valeurs de l'aviron. On ne fait pas de l'individuel, on fait de l'équipe. Donc j'ai toujours ramé avec des rameurs beaucoup plus petits que moi, mais j'adorais. Et donc effectivement, ça nous empêchait de briller au championnat de France. On faisait des bons parcours, mais pas aller conquérir des titres avec notre club. Donc tu commences l'aviron en 1969, qu'est-ce qui t'a plu ? Avant tout, c'était cette notion de glisse sur l'eau. C'était avant tout cette notion de sport de pleine nature. J'adorais ça. Bien sûr, de ramer en équipe. Le club de Lille était un vieux club. Il n'y avait pas de douche, des vestiaires qui transpiraient l'eau. Enfin, franchement, il fallait s'accrocher pour continuer à l'aviron. Mais c'est cette ambiance, les anciens qui nous transmettaient leur passion de l'aviron, car on était cadets et tous les dimanches, on ramait en 8 et on faisait 30 km. En fait, l'aviron, c'est un sport de transmission. Et ça continue tout le temps. 50 ans après, on transmet notre passion, on transmet nos valeurs. Tu es également passé par l'international. Comment ça s'est déroulé ? C'est très très simple. Donc, on marchait bien. Au niveau régional, c'était à l'époque champion des Flandres. Donc, j'ai X titres, hein. Donc sur mon potentiel, sur mes capacités physiques, je suis rentré au bâton de Joinville en 1974, donc avec des rameurs incroyables, que je pense par exemple à Francis Pellegrini, qui a été champion du monde en poids léger, mais qui a fait des performances en toutes catégories incroyables. Et on a eu là d'excellents résultats. On a même fait champion du monde militaire, c'était à Sabodia en 1975, et puis rapidement... Quand on s'entraîne 2 à 3 fois par semaine dans son club et qu'on se met à s'entraîner 3 fois par jour, c'est plus la même chose. On marche beaucoup plus vite. Ça va mieux, quoi. Ça va mieux. Tu as aujourd'hui 67 ans. Est-ce que tu continues de ramer pour le plaisir, pour t'entretenir ? Alors, c'est vache comme question, Thomas.
parce que je me fais chambrer ici à la fédération par tous ces jeunes, par mon épouse. J'ai ramé jusqu'à l'âge de 55 ans. À partir du moment où j'ai été président de ligue, là j'ai eu beaucoup moins de temps pour ramer. Et si je prends mon temps effectif de président de fédération, je raconte pas de salade là. J'ai commencé à 6h30 ce matin et 21h, 22h tous les jours. Impossible. Alors, Sur la pause d'âge à la place de l'omelette au cèpe. l'omelette au cèpe, là il m'a attrapé par mes sentiments, j'ai pas pu résister. Donc je suis un épicurien. Pourquoi je suis un épicurien? Parce que d'abord mes parents étaient restaurateurs. Et donc on apprend la bonne cuisine et on apprend le bon vin. Ça c'est bien, avec modération évidemment. Comment s'est terminée ta carrière d'athlète de haut niveau? En fait, je marchais bien, à la fois en couple d'ailleurs et à la fois en pointe. Et je m'entraînais avec des rameurs extraordinaires, mais surtout un qui est un peu comme un frère, c'est Serge Fornara. Mais préparation des Jeux pour Montréal et tout de suite en préparation pour Moscou. J'ai eu une petite fille à l'âge de 21 ans. Et à cette époque-là, Thomas, il fallait bien se débrouiller tout seul pour manger, pour nourrir une famille. On n'était pas du tout aidés, c'était comme ça. Les athlètes de haut niveau devaient se débrouiller seuls. J'ai eu la chance de remplacer Fraisse Coucardon dans le 2 barrés. Donc je ramais avec Jean-Claude Coucardon, qui nous a quittés il y a 3-4 ans. On marchait bien, mais bon voilà, j'avais une petite fille de 2 ans, mais il fallait que je travaille. C'était impossible autrement. Ce qui se comprend. Ça se comprend. Donc tu t'arrêtes pour les Jeux de Moscou? Donc j'ai arrêté de ramer en 1980, avant les Jeux de Moscou, où j'étais encore candidat pour ces Jeux. Mais en fait, c'était plus possible. J'étais un peu, comment dirais-je, un électron libre quand j'étais étudiant. Donc j'ai fait des trucs incroyables, garçon de café, déménageur, peintre pendant un mois pour me payer mes vacances. Et je savais que j'aurais pas de mal à m'adapter à une société, mais dans le management, ça ne me plaisait pas du tout la manière dont c'était fait. À 24 ans, en fait, j'ai monté mon entreprise, la première, avec des associés hollandais, belges, que je rencontrais sur les bassins, enfin je ramais avec leur fils. Et donc, en fait, rapidement, j'ai monté une société, ma première boîte, qui était déjà internationale à un petit niveau, parce que cette boîte, elle a grandi, elle a grossi, jusqu'à dépasser le 1 milliard d'euros. On avait 1000 personnes à la fin, quand j'ai tout revendu, et j'étais à la tête d'une quinzaine de sociétés. Et donc c'était dans quel domaine? Dans le monde de la grande distribution. En fait, Thomas, pour ceux qui me connaissent, ils ont bien vu que j'avais cette facilité à aller vers les gens. Et cette facilité-là, c'est une qualité, j'ai plein d'autres défauts. Hein. Et à l'époque, je rappelle que le premier magasin, c'était un magasin Carrefour, 1968. C'était le début de la grande distribution. Et le deuxième grand magasin, c'était Anglo, Auchan. Et donc, à l'époque, on allait voir les magasins. Les centrales d'achat n'existaient pas. Donc, on travaillait, c'était en one-to-one. Et on faisait du business comme ça. Et donc, rapidement, je me suis rendu compte, dans la fin des années 70, que ce serait l'avenir. Peu de gens y croyaient. Moi, j'y ai cru. Et ça a fait le succès de notre entreprise, qui perdure. Hein. Maintenant, c'est un Hollandais qui m'a succédé. Et alors, c'était une entreprise... C'était une entreprise, donc on vendait des produits de jardin dans la grande distribution. Ok, très bien. Tu reviens quand même dans l'Aviron, mais du côté de Mantes-la-Jolie cette fois. Tu sais, Thomas, que la femme est l'avenir de l'homme. Quand je me suis remarié, donc j'ai 2 filles, qui ont maintenant 46 ans et 41 ans, je me suis remarié avec une femme qui était de la région de Mantes, à Freneuse, à 10 km. Donc moi, j'avais complètement arrêté l'aviron. Je faisais par contre plein d'autres sports, parce qu'à l'époque, j'avais gardé un peu une stature, un profil, on va dire, entraîné. Donc je faisais beaucoup de trail, je courais beaucoup, je jouais au tennis, et je faisais pas mal de planches à voile. Et ma femme a eu cette malencontreuse bonne idée de dire... tiens, mais il y a un club d'aviron, tu devrais aller voir pour voir peut-être des copains. Et donc, c'était un samedi, on venait d'emménager. Et je suis avec mon fils qui a 2 ans. On se balade dans Mantes, dans les rues piétonnes. Et je rencontre Patrick Bosdevex, Michel Lolinski. On était tous ensemble en équipe de France dans les années 70-75. Et bien entendu, ils m'ont dit, mais reviens au club, Thomas. J'ai mis le doigt dans l'engrenage.
Donc 92, on rame en 200 barreurs. J'avais 37 ans. Quand on a le virus, c'est comme le vélo. D'abord, ça se perd pas. Et j'ai retrouvé la famille de l'Aviron. Et donc, mais dis donc, Christian, il y a des nouvelles élections là. Et si tu rentrais dans le club? Oui, ça s'arrête pas là, ça s'arrête pas au bateau. Ah oui. Et donc, évidemment, j'étais chef d'entreprise. Donc, rapidement, j'ai en fait gravi, Thomas, tous les échelons. J'étais d'abord responsable de la commission sportive. Ensuite, j'étais vice-président du club. Et puis, j'ai remplacé Pierre Nougaret, qui avait été président 10 ans, qui voulait faire passer la main. Moi, je voulais pas, en fait. Je voulais que ramer. J'avais beaucoup de boulot. Mon métier faisait que j'étais partout dans le monde. Et j'avais pas le temps, en fait. Et puis, finalement, j'ai recréé une équipe avec tous les anciens, le Faucheur, Boss de Vex, Dolinski, etc. Et en fait, c'est vrai, ce fameux dicton africain, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. J'ai recréé un petit peu ce que j'avais comme expérience dans mon entreprise. Donc tout de suite, relations, élus, maire, président du département, député. Il fallait absolument recréer un réseau, un bassin extraordinaire qui avait été construit à Mantes-la-Jolie quand Paris était déjà candidate dans les années 80 pour 92. C'est Barcelone qui l'a remporté, mais ce bassin avait été construit et organisé, parce que c'était des carrières, par le président du club, ancien rameur, Didier Simon. C'est pour ça que ce bassin s'appelle le bassin Didier Simon. C'est un bassin qui est international pour le canoë-kayak, pas pour l'aviron. Il manque une ligne d'eau. Mais voilà, il fallait absolument redonner toutes ces lettres de noblesse à ce bassin, qui est vraiment superbe. Et c'est pour ça que j'ai repris effectivement un poste de dirigeant. Et dans les années, je crois que c'était 2002 ou un truc comme ça, j'en suis devenu le président. J'avais promis à mon épouse, mon amour, pas plus de 2-3 ans. Bon, j'ai fait 15 ou 16 ans, un truc comme ça. Ce qui m'amène à cette question, l'aspect gérance, prise de décision, c'est quelque chose d'important pour toi? Thomas, tu as 2 sortes de managers. Pour ceux qui nous écoutent, d'ailleurs, je leur suggère de lire ce fameux bouquin, Le principe de Peters. C'est connaître son seuil de compétence jusqu'à son seuil d'incompétence. J'ai lu ce bouquin, Thomas, j'avais 27 ans. Je me suis rendu compte qu'à 27 ans, quand on pense qu'on sait tout, que rien peut nous arriver, donc je me suis rendu compte qu'il y avait 2 sortes de managers. Celui qui veut rester toujours le boss du boss, c'est-à-dire qu'il prend des gens moins bons que lui, ou le manager qui se rend compte de ses carences, de ses faiblesses, et qui va chercher là où il y a les compétences et les talents. Et ça, c'est quelque chose que j'ai fait très tôt. Et j'ai fait donc pareil dans le management du club de Mantes. Donc il y avait une notion déjà d'entrepreneuriat, bien entendu, mais adaptée aux bénévoles. Parce que quand vous avez un cadre, un salarié, il y a un travail fourni, mais il y a une rémunération en échange. Là, la seule rémunération, c'était la passion. Alors, la passion, d'ailleurs, elle continue. Tu es dans ton premier mandat depuis 2020 à la tête de la Fédé. Tu as grandement contribué à rapprocher l'instance des athlètes, avec l'arrivée notamment de Jérémy Azou au comité directeur pour l'Olympiade, Philippe Lotte, champion du monde en 1993, ou encore Cédric Berès, champion d'Europe 2010. Est-ce que tu vas te représenter une fois les Jeux terminés? Je ne pensais pas que tu allais me poser cette question-là, Thomas. C'est pas une question piège. Peut-être que tu as lu notre plan de campagne. Il y a des points importants pour moi, et ces points-là, j'estime qu'on a réalisé 70% de ce qu'on avait projeté. J'ai surtout d'abord voulu rapprocher les clubs, les comités départementaux, les ligues, avec la fédération. Je suis plutôt un homme qui, comment te dire ça, pour faire une image, qui crée des ponts, jamais des murs. Et donc la première chose que j'ai voulu faire, en tant que président, mais avec l'équipe, on était tous d'accord avec ça, c'est de créer des passerelles fortes avec les structures territoriales, c'est-à-dire les clubs. Pour moi, c'était important. J'étais président de club. Ne jamais oublier d'où on vient. Je conduisais le catamaran, on faisait un peu tout, quoi. Je faisais des frites, je servais des bières. Bref, je souhaite qu'on garde cette proximité avec les clubs, parce que c'est eux qui font le boulot.
c'est eux qui mettent les mains dans le cambouis, c'est eux qui font la détection, c'est eux qui nourrissent la fédération avec des athlètes. Et si on n'a pas compris ça, on n'a rien compris. Ok, et du coup, cette possible candidature dépendra du bilan global et du résultat de Paris 2024. Voilà, d'abord, je le dois à tous les licenciés. Pour moi, le résultat au jeu est extrêmement important, mais pas que au jeu, pas que les Oli, les jeunes aussi. On travaille beaucoup avec le DTN sur Paris 2028, et c'est extrêmement important de préparer la suite, mais pas que 2028, de préparer Brisbane. Depuis 2018, quand je me suis lancé, je savais exactement ce que je voulais faire, mais je ne pouvais pas projeter que 4 ans. Quand tu es en club, tu projettes pour 4 ans. En ligue, pour 8 ans. En fédération, tu ne peux pas projeter pour 4 ans, même si tu ne te représentes pas. Tu es obligé d'avoir une vision à plus que 10 ans. C'est impensable sinon. Donc, c'est une erreur. en attente, plutôt oui, Donc, si on continue sur... Voilà, il faut d'abord que le résultat de notre vitrine, nos athlètes brillent, parce que si je dois rapporter cette anecdote, c'était en septembre 2021, donc on est dans les jardins de l'Élysée. Claude Onesta, que je connais bien, patron de la performance de l'ANS, Emmanuel Macron est là. Je suis présenté. C'est tout de suite la question, c'est bon, Monsieur le Président, combien de médailles à Paris? Monsieur le Président, donc de la République, Monsieur le Président, si j'ai les moyens de mes ambitions, je double. Donc quand on s'engage, même au niveau de l'ANS, au niveau du ministère, parce que c'est une question que la ministre m'a reposée, que ce soit Roxana ou Amélie ou de Castera. Là, je la vois mercredi prochain. C'était mitigé à Belgrade. La question est, moi j'ai un engagement moral. L'État qui aide énormément les fédérations, et je ne peux pas me désengager en disant on n'a pas réussi. Non, on va mettre tout en œuvre pour réussir. On a en tout 5 bateaux qualifiés en comptant les paras. Donc là, il nous manque 2 bateaux, j'espère 3, pour arriver à 8 bateaux, Thomas. On va y revenir d'ailleurs, ce qui nous amène sur notre deuxième partie consacrée aux Jeux de Paris. Comment se planifie une Olympiade comme celle-ci pour préparer les Jeux à la maison? Alors, il y a plus de pression parce qu'on est chez nous, parce qu'on est attendu, parce que l'année des Jeux, pour un sport comme le nôtre, qui n'est pas plus médiatisé que ça, sauf au moment des Jeux, ça veut dire qu'on a une pression encore plus importante. On met tout en œuvre, évidemment. Je pense que le haut niveau n'a jamais été à un tel niveau de qualité d'encadrement, que ce soit au niveau médical, nutritionnel, préparation mentale, avec le meilleur entraîneur du monde, qui a plus de 20 médailles d'or à son actif, qui est le plus capé de tous les managers sportifs, toutes disciplines confondues. Donc en fait, là encore, l'ANS nous a incroyablement aidés, en mettant à la fédération cette possibilité incroyable où on demande à Jürgen Grobler de transmettre son savoir, évidemment, d'encadrer les équipes, etc. On a un DTN qui a multiples casquettes, donc on a, en termes d'encadrement, un niveau qu'on n'avait jamais atteint. Donc là, maintenant, on n'est pas tombé sur une génération spontanée. Qu'est-ce que c'est qu'une génération spontanée? C'est tout de suite 92-93. L'époque de Roland, Andrieux, Philippe Lotte, Faucheux, etc. C'est des femmes comme Gosset, comme Hélène Courtin, des femmes qui étaient incroyables, des hommes qui ont gagné en junior et qui ont gagné en senior plusieurs Olympiades. Et ça, on ne l'a pas actuellement, on n'a pas de marge. On a des athlètes d'un niveau incroyable, des femmes avec des gabarits incroyables. On a tout ce qu'il faut. On a cet encadrement, maintenant il faut du sérieux. Il faut aussi que tout le monde se responsabilise. Nous, les élus, d'abord, la DTN, l'encadrement et les athlètes. Alors ça, c'est sur le plan sportif, humain, les athlètes, et d'un côté plus technique, notamment avec le comité d'organisation des JO. Est-ce qu'il y a des réunions, des commissions pour faire avancer les dossiers, le site de Vers-sur-Marne, etc. C'est en fait une très bonne question qui prend 70 à 80% de mon temps. Donc je suis élu depuis le 29 juin 2021 au comité olympique, au CNOSF. Je rencontre le COJO régulièrement,
la région qui a un bailleur de fonds incroyable concernant Vers-sur-Marne. Donc il y a énormément de réseaux, il y a énormément de contacts avec ce microcosme en fait, où on travaille énormément à la fois sur le site de Vers pour qu'il soit au top. On a fait ce test event dont le COJO n'a pas voulu appeler ça le test event, il appelait ça testing activity. On a vu ce qui allait. On a fait ce test event début août dans un moment où on a eu toutes les pires conditions qu'on peut On s'en rappelle. ne pas espérer. De la pluie, de la grêle, du vent. C'était affreux. Donc toutes les équipes de bénévoles ont été mis à rude épreuve. Il faut savoir qu'on a été aidé par la région Île-de-France. 200 000 euros de subventions, plus que 250 000 euros la digeste, 200 000 euros, 300 000 euros maintenant. Enfin voilà quoi. Ça a été pour nous un axe très important de réussite sur ce point-là, sur ce test event. Je me souviens d'une conférence de presse ici à Nogent-sur-Marne pour le retour de l'équipe paralympique après les JO de Tokyo. Tu insistais sur l'importance de la professionnalisation de l'aviron, mais aussi sur votre rôle en tant que fédé et représentant de la discipline pour lever des fonds, des partenariats, des sponsors. Est-ce qu'on peut dire que tu gères la FFA avec ton équipe un peu comme une entreprise ? Il y a une notion d'en partenariat, bien sûr. C'est évident. L'aide aux athlètes. Ce que moi j'ai connu, je ne voulais pas que mes athlètes actuels connaissent les mêmes problèmes. Première des décisions, ça a été d'aider les athlètes, de ne pas les mettre en difficulté, de ne pas les mettre en souffrance, de les mettre dans un niveau d'abord de vie pour qu'ils soient bien. Et donc, je crois qu'on a multiplié par 2 le nombre de CIP en 2 ans. Alors les CIP, Contre en insertion professionnelle. De suivi au niveau à la fois professionnel, mais aussi étudiants, dans leurs études. Pour moi, c'est extrêmement important d'avoir une tête bien faite sur un corps bien fait. Il y a un niveau d'accompagnement de nos athlètes qui n'a jamais été atteint actuellement et qui est mené de main de maître par Sébastien Tan, qui a une bienveillance, qui n'empêche pas la fermeté, mais qui a une bienveillance envers nos athlètes, une écoute incroyable. Et on parlait tout à l'heure du réseau. C'est le réseau avec l'armée des champions, avec le ministère, avec les grandes entreprises. Pour aider les athlètes, c'était évident. Et pour le partenariat, c'est ce qu'il y a le plus dur, c'est d'aller chercher des partenariats. Parce que pour l'instant, on dépend à plus de 70% de l'État. C'est-à-dire que j'ai pris la tête de la fédération avec cette équipe. On avait un peu moins de 7 millions d'euros de budget. Là, on a 8 millions 3, 8 millions 4. Il est probable qu'on augmente encore ce budget, mais c'est un budget tellement ciblé sur chaque action. On va chercher des subventions. L'État, donc. La région. Ça veut dire que ce n'est pas des fonds propres. C'est des fonds où on dépend de l'État. Et quand j'essaie de faire admettre à mes collègues, présidents de club, présidents de ligue, qu'on doit valoriser notre discipline, parce que quand je vois des cotisations à 100 €, je me dis mais c'est impensable. Et on avait une licence qui était l'avant-dernière, la plus basse de toutes les fédérations. C'était l'aviron. alors la licence en termes fédé, pas forcément dans les clubs. Voilà, oui. La licence qui était à 34 € et quelques, il y avait une licence qui était la moins chère que nous. Pour ceux qui nous écoutent, c'est un calcul simple. C'était le tennis qui était à 30 €, qui a augmenté de 10%, 33 maintenant. Mais pour ceux qui vont nous écouter, nous on est 34 000 licences A à l'époque. Eux ils sont 1 million. 1 million de 33 €, ça fait 33 millions. Et là l'État, en fait, l'ANS et l'État, le ministère, nous montraient du doigt en disant mais vous dépendez trop de l'État. Votre licence, par rapport à votre discipline, elle est trop basse. Et là, j'exhorte tous mes collègues présidents de club, parce que je suis encore élu en club, de revaloriser notre discipline. Ce qui est pas cher vaut rien. On a une discipline à matériel. Souvent, nos clubs sont ouverts tous les jours. C'est pas sérieux.
Alors c'est intéressant de rentrer, de comprendre ces engrenages à ce niveau-là. Ça m'amène à cette question qui, je pense, est liée, comme tu le disais. Quelle stratégie mettez-vous en place pour trouver de nouveaux partenaires ? Est-ce que c'est forcément lié à la médiatisation du sport ou en grande partie ? Bien sûr, la visibilité. On a toujours dit qu'il fallait rendre visible notre discipline qui est magnifique, qu'il fallait communiquer plus d'abord en interne, plus en externe. Donc quand je dis en interne, où justement on parlait de cette passerelle entre la fédération et les clubs, nos fondations sont les clubs, c'est comme ça. Et bien sûr améliorer notre visibilité pour pouvoir faire des partenariats. Si on n'en fait pas ça, ça ne marche pas. Mais c'est très très dur. Pourquoi ? La mise en œuvre, sans doute. Quand on doit prendre des films sur 2000 mètres, c'est compliqué. C'est plus facile dans une salle pour faire du volley, du hand ou du foot parce que c'est médiatisé et parce qu'il y a beaucoup de fans. Nous, en aviron, c'est beaucoup plus compliqué. J'étais justement dans cette inauguration du club de l'ANI. J'étais avec un journaliste qui me parlait de ça, justement. Il me disait, mais l'aviron, c'est un peu élitiste. Mais pas du tout. Mais on est universitaire. Et comme on est associé à un sport universitaire, les gens pensent qu'on est élitiste parce que les grandes universités, c'est les ponts et chaussées, Centrale, donc c'est Oxford-Cambridge, pour parler d'une symbolique. Et donc on passe pour des gens élitistes alors qu'on ne l'est pas du tout. Et je pense qu'avec 422 clubs maintenant, on a augmenté notre part de licenciés. Et donc comme quoi on a augmenté la licence, ça ne veut pas dire que ça empêche les gens de se licencier. Il aurait mieux fallu augmenter chaque année un peu la licence. Là, on était obligé de rattraper toutes ces années où on n'avait pas réactualisé les licences. Je parle bien licence, attention, il y a licence et cotisation. C'est deux choses différentes. Et je rappelle aussi que dans notre projet, il fallait nourrir les comités départementaux qui doivent travailler sur le territoire dans les départements. Donc maintenant, ils touchent les ristournes aux ligues, idem pour les comités départementaux. Sur cette médiatisation de notre sport, aujourd'hui, l'aviron a beaucoup de championnats de France. Il est parfois difficile pour un novice de comprendre qui est champion de France, championne de France d'aviron. Il y a beaucoup de titres dans des disciplines et des catégories de plus en plus nombreuses, on l'évoquait. Comment mieux faire pour connaître nos champions et championnes, en quelques mots, mieux les mettre en lumière ? Alors, ça, c'est déjà fait par le service communication. On le fait de plus en plus, mais c'est encore confidentiel. C'est-à-dire que c'est notre communauté de rameurs qui suit ça de près, mais c'est pas assez suivi par un public, on va dire, par le Kidam. Si vous demandez dans la rue à un Kidam qui a été champion olympique à Tokyo, ils ont bien du mal à dire. Alors, tout à l'heure, on n'a pas parlé d'une chose, on l'a failli l'aborder, c'est un gros mot encore, pour les vieux de la vieille, c'est de faire un parcours client. Quand on augmente une cotisation dans un club, qu'est-ce qu'on lui offre en contrepartie ? Un coach, des stages, on offre qu'autre chose. Or, quand je vois certains clubs avec une cotisation à 90 ou 100 euros, avec ça ils ne peuvent rien faire. Je vois des clubs où il y a une cotisation entre 400 et 500 euros, où même les loisirs, ou les vétérans, les masters maintenant comme on appelle, ont des coachs, ont des bateaux, s'entraînent. La majorité de nos licenciés A ont entre 35 et 65. Quand on a décidé de faire un titre de champion de France pour des gens qui s'entraînent parfois autant que les seniors, qui ont 35 ans, 40 ans, les enfants sont plus grands. Moi je connais par exemple à Mantes, les masters rament avec les débutants en 8 le dimanche pour les apprendre à ramer, prennent la remorque pour les emmener en compétition. Et c'est cet esprit-là, c'est les masters. Et donc, alors je ne dis pas que c'est comme ça dans tous les clubs, mais en majorité, le stéréotype du master, c'est j'aide mon club, j'en profite, je rame, je fais mon sport pour ma santé, pour être en forme. C'est pour ça que là, on a voulu remettre les masters avec les jeunes au championnat de France. Sur ce modèle un peu donnant-donnant, est-ce que c'est la suite logique de ce qu'on a vu cette année sur les bateaux longs, du coup moins d'inscrits ? Non, il y a eu moins d'inscrits parce qu'on a réduit au niveau de la qualification. On en a mis un peu moins
Avant, c'était engagement libre. Là, on a fait un engagement, je crois que c'est à 24. Donc, il y en a eu moins. Rien n'est jamais acquis. Si ça ne marche pas, il faut savoir se remettre en question, Thomas. Il faut savoir dire, on s'est trompé, on rediscute avec les clubs. Il y aura, dans les prochains mois, un séminaire avec les dirigeants. Donc on pourrait repasser possiblement peut-être l'année prochaine, l'année d'après, sur un format plus traditionnel. Très bien. C'est à voir tous ensemble. On échange avant. On va parler maintenant de Paris 2024. Les qualifications à Belgrade en Serbie n'ont pas donné pleinement satisfaction pour l'équipe de France en septembre dernier. Je pense notamment aux 2 doubles PL. Il va falloir tout donner sur les phases de rattrapage à Lucerne pour qualifier le plus de coqs possible. Ça va être très dur. C'est la régate de la mort, comme elle est appelée. Quels sont les enjeux ? De coqs, là Thomas... Oui, qualifié de coqs. En 2023, on qualifie que les coqs, je le rappelle. On ne qualifie pas les rameurs. L'année prochaine, on qualifie la coque et les rameurs. C'est donc complètement différent. Mais je reste persuadé que ces 2 bateaux se qualifieront. On a des athlètes qui sont hors du commun. Je suis sûr que ça va être géré. J'espère simplement qu'on puisse rajouter peut-être un bateau de plus pour les paras, qui sait. On avait donné notre fourchette, c'était 7 bateaux. On en a 5. Donc on peut arriver à 7. J'espère 8. Ce serait vraiment bien. Et là, on espère 2-3 médailles en olympique. On espère 2-3 médailles en paralympique. Donc c'est déjà le double de ce qu'on a fait à Tokyo, quand même. Et bien sûr, en gardant les plus belles médailles, parce que le classement des médailles, c'est d'abord les médailles d'or. Malheureusement. Et qu'est-ce qui a manqué à nos athlètes tricolores lors de ces mondiaux ? Je pense que leur qualité intrinsèque, à mon avis, n'est pas remise en cause. Pour Hugo, il s'est retrouvé avec une angine. C'est compliqué de ramer dans ces conditions-là. Je pense que les filles, il y a plusieurs choses. Les filles poids légers, peut-être des problèmes de poids, des petits soucis à régler qui se régleront. J'en suis persuadé. On est déjà passé sur l'ajustement pour l'Olympiade, pour le... Là, on ne peut pas faire mieux sur l'encadrement médical, la nutrition, la préparation physique. Il n'y a plus qu'à. Thomas, on ne pousse pas ni le DTN et moi, et pourtant des fois on a envie de pousser sur la barre de pied avec nos rameurs. Mais nos rameurs ont notre soutien. En fait, si on prend les 30 élus de la fédération, plus de la moitié sont des élus, hommes et femmes, qui sont issus de l'équipe de France, dont je suis le plus vieux modèle. Et donc, il faut que les gens ne pensent pas « Oh, ils sont élus, ils sont loin du terrain ». Non, la plupart des membres du bureau ont été présidents de club, présidents de ligue, trésoriers de ligue. On a été tous les mains dans le cambouis. On sait de quoi on parle. Et quand je suis sur les bassins d'aviron, je les fais tous, Thomas. Tous, sans exception. Je demande à chaque fois, venez me voir, venez discuter avec moi. J'adore ça. Très bien. Justement, là, on va toucher les compétiteurs dans les clubs. L'attractivité des épreuves d'aviron classiques est un peu en berne, comme l'indique World Rowing. Quand on voit tout ce qui se développe autour du beach rowing, avec cet esprit de fête grandiose autour de l'aviron sur la plage, cet aspect un peu spectaculaire, est-ce que la pratique rivière doit, elle aussi, s'inspirer de ce mouvement, de ceux qui marchent sur ces nouvelles disciplines pour attirer plus de public, mais également de futurs compétiteurs potentiels? C'est important. Je pense aussi au kayak qui a su se réinventer avec le kayak cross qui rencontre un succès formidable pour les sports de pagaie. En effet, c'est une bonne question, Thomas. Là, j'étais le week-end dernier à la Coupe du Monde de descente en eau vive, kayak. C'était incroyable, il y avait un monde fou. Alors évidemment, c'est un lieu qui s'y prête. Qui s'y prête, c'est 4 hectares, donc c'est facile. Les gens sont regroupés, ça fait du monde, il y a de l'ambiance, c'est spectaculaire. Il y a un gros débit d'eau, c'est incroyable à voir, c'est fun. Nous, en aviron classique de rivière, on a tendance à rester sur nos fondements. Et je demande donc aux présidents de clubs, de ligues, mais à nous tous, de revoir notre modèle, de rendre plus attractif effectivement l'aviron. Si on arrive à juguler les problèmes de coût, grâce peut-être, par exemple, je pensais à Média Aviron, à Mag Aviron, où on peut suivre avec des drones
pour un coût un peu moindre, on travaille avec notre partenaire média pour essayer de filmer, de rendre sur les réseaux sociaux. Et là, avec notre service com, on a vraiment des gens qui impulsent ça, donc pour faire connaître beaucoup plus l'aviron de rivière, parce que dans notre développement en 2020, on avait effectivement mis l'aviron de mer en ligne de mire, parce que c'était un acte de développement incroyable. Donc là, on a un effort à faire au niveau suivi en drone et caméra, mais on commence à être bien au point. Mais alors, sur le beach, au championnat d'Europe Beach, à la Seine-sur-Mer, c'était un spectacle. C'était à la fois extrêmement athlétique, c'était explosif et spectaculaire. Est-ce que ce genre d'événement, aussi en termes de télé, ça joue pour une décision pour Los Angeles ? Mais bien sûr, je pense que le CIO veut mettre de plus en plus des sports visuels, des sports dynamiques, des sports où il y a aussi, c'est le meilleur qui gagne, et à l'instar des sports qui hélas sortent. Je pensais par exemple à mes amis de l'haltéro, ou là le breakdance qui ressort à Los Angeles, des sports qui étaient compliqués à mettre en œuvre où des images sont plus statiques. Quand on pense l'haltérophilie par exemple, c'est des sports incroyables qui ont été des sports de force depuis la nuit des temps. Donc voilà, oui, on doit revoir notre modèle en tous les cas visuel, la manière de filmer. Cette année, on a eu 4 événements internationaux en France. C'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé dans toute l'histoire du sport français. Enfin, en aviron en tous les cas. La France a été le centre du monde de l'aviron international. Et elle va l'être l'année prochaine. Ah, bien sûr. Là, c'est évident. C'est évident. Sur les licenciés toujours, pour Newstank Sport, vous avez mentionné vouloir atteindre les 50 000 licenciés d'ici la fin de l'année prochaine, fin 2024. Alors, j'aimerais bien, oui, tout à fait. Donc tout à l'heure, tu as plus ou moins déjà mentionné cet objectif, ou est-ce qu'on en est là en cette rentrée il y a eu l'effet Covid, où on était descendu à 31 000 licenciés. Ça, c'est derrière nous maintenant ? Ça, c'est derrière nous. Mais avant le Covid, donc souviens-toi, j'ai été quand même élu dans le conseil d'administration de la fédération. Chaque année, on était moins 0,1, moins 0,6. Chaque année, depuis plusieurs années, on baissait. Là, on est revenu à l'avant-Covid. Et là, maintenant, chaque année, on augmente. Alors, on met 2 en estimation. On est à 1,4, 1,5. Mais c'est incroyable, quoi. On augmente. Là, on espère arriver... Alors, si je te prends toutes les licences, je pense qu'on va atteindre les 50 000 licenciés. En lissant ça, tout doucement, on approche des 40 000 licenciés. Probablement les 120 000 pratiquants. Très bien, on va fermer cette page sport et passer à notre partie plus personnelle pour finir et mieux te connaître. On te voit comme Monsieur Aviron, mais y a-t-il d'autres sports que tu as pratiqués ? Oui, j'ai pratiqué la planche à voile en compétition. J'ai commencé à pratiquer la planche à voile quand je venais sur une plage, imagine-toi, en 1974, avec une planche à voile, le wishbone en bois, le pied de mât, c'était un truc, tu sais, une chambre à air de voiture pour coincer le pied de mât. Ah ouais. Les gens se demandaient ce que c'était sur les plages. C'était tout nouveau. Je faisais essentiellement de la planche à voile de vitesse. J'étais grand, j'étais costaud, donc je pouvais supporter des voiles énormes. Et c'était des runs de 500 mètres. Et à l'époque, quand on atteignait, dans les années 75-76, 20 nœuds, c'était énorme. Ouais. Maintenant, il faut savoir que les gars dépassent les 50-60 nœuds. C'est complètement fou. Il y a des trucs de dingue. C'est complètement fou. On t'appelle communément VDB. Est-ce que c'est un surnom voulu qui t'amuse ? À la fac, ça m'amuse. Déjà à la fac ? À la fac, déjà au collège, lycée. Vandenberg, c'était trop long. Donc ça veut dire de la montagne en flamand ou en néerlandais. Je suis né à Lille, donc je ne suis pas parisien, moi. Je ne renie pas mes origines du Nord. Je pourrais te parler comme ça, je t'ai mis aussi. Tu vois, je suis vraiment un mec du Nord. Et oui, donc tu parlais tout à l'heure, donc planche à voile, oui, tennis aussi. J'ai joué beaucoup au tennis, j'étais classé au tennis. Ça m'a bien amusé, ça. Mais c'était quand même trop individuel. Pas mal de bobos parce que c'est sur du dur. Et quand tu es lourd, moi j'étais même à 95 kilos, j'étais lourd. Donc tu vois, tu te fais mal aux genoux, etc. Bon, mais
Voilà, mais je faisais aussi des trails quand je faisais 95 kilos. La plus longue distance que j'ai courue, départ à minuit, arrivé le lendemain matin, c'était le trail des Buttes du Nord, hein, des Terrils, 50 bornes. J'ai couru 50 km. Correct. Voilà, correct. Hein. Très bien. En dehors de l'aviron, en dehors de la fédé, est-ce que tu as des passions? La chasse, la peinture, le yoga? C'est marrant, tu le fais exprès là. Ça. Non, j'ai la passion la passion des autres, la passion de la culture, la passion du culinaire. Mes parents dans le Nord tenaient un café, hôtel, restaurant. Donc ma mère qui était la patronne, avec mon frère, nous a appris à faire la cuisine. C'était très important. La convivialité autour d'un bon plat, d'un bon vin, c'est les passions tout simplement d'épicurien, Thomas. C'est cette passion-là. Super. Donc on a compris au cours de l'interview que tu étais accompagné. Est-ce que tu as des enfants? J'ai 4 enfants, donc je te parlais de 77. Hein. Donc ma fille maintenant a 46 ans. On a fêté l'anniversaire de mes 2 filles en septembre, parce qu'elles sont du 22 et 24 septembre. 46 ans et 41 ans. J'ai 6 petits-enfants. Donc, tu vois, qui viennent maintenant avec leurs copains, parce que 16 ans, presque 17 ans, tu viens plus seul. Hein. Donc, tu vois, il faut avoir une grande maison, un grand jardin pour pouvoir accueillir tout ça. Et j'ai 2 fils, 33 ans et 31 ans, que j'ai eu avec ma deuxième épouse. Ma première épouse est décédée. Et le dernier, je l'appelle Branluchon, parce qu'il a 28 ans, il est encore chez moi. Mais pourquoi, papa, tu veux que je parte? La soupe est toujours bonne, chaude et à l'heure. Voilà, donc c'est important. Là, tu parlais de passion, mais même si la passion de l'aviron, elle est dévorante, quand je suis avec mes petits-enfants ou mes enfants, j'adore ça. Mais voilà, c'est la passion des autres. Parmi tes enfants ou petits-enfants, est-ce qu'il y en a qui font de l'aviron? Alexis et Clément. Mais comme ma femme en avait ras-le-bol d'entendre parler d'aviron, ils ont fait du hand à un très bon niveau, parce que les deux sont 2 monstres, ils sont super costauds, les 2 garçons. C'est génial aussi le hand. Ils ont fait du hand, et bon ben voilà, j'allais les voir au hand, j'étais très content de les voir. Mes filles, j'ai 2 grandes filles qui font 1m80, donc ils ont fait aussi du sport, volley, mais pas d'aviron, parce que ma première femme m'a connu, j'étais en équipe de France encore. En 75, retour quand j'ai fait les championnats du monde à Nottingham. Donc voilà quoi. L'aviron, elle envoyait matin, midi, soir, donc les filles n'ont pas fait d'aviron. Très belle famille. Est-ce qu'il y a un rêve que tu souhaites accomplir? C'est une question compliquée, parce que j'ai plein de rêves. Dans la vie, il faut toujours rester en mode projet, donc en mode rêve. Et je crois que jusqu'à mon dernier souffle, je serai toujours en mode rêve, en mode projet. Pour le bien de l'aviron, c'est un rêve, pas que pour moi, commun. J'aimerais bien réussir ici à transformer le siège. C'est un rêve, Thomas, qui va probablement s'accomplir bientôt. Mais je souhaite passer le siège du XXe siècle au XXIe siècle. C'était ici notre base d'entraînement. J'avais mon bateau en dessous. C'est Denis Masseglia qui a transformé notre base d'entraînement en siège fédéral. Et là, je souhaite qu'on revienne aux origines de ce bâtiment, en gardant toujours le siège, mais en redevenant une base nautique pour accueillir les Oli, pour accueillir les Paralympiques, mais aussi en économie d'énergie, pour qu'on soit un siège exemplaire à ce niveau-là. Est-ce que ça va être agrandi? Ça va être agrandi et ça va être réhabilité en base nautique. Ici, donc, le ponton va être posé au mois de novembre, donc un ponton surbaissé avec des descentes pour les fauteuils. Voilà, c'est un rêve que ce siège que j'ai connu quand j'avais 20 ans, 19 ans même, reprenne sa fonction initiale. Sur la rubrique culinaire maintenant, je pense que ça va te plaire. Quel est ton plat préféré? C'est vache de me poser cette question, parce que j'aime tous les plats. Tu vois, tu aurais dû me dire, est-ce qu'il y a un plat que tu n'aimes pas? J'aime une cuisine de convivialité, une cuisine faite maison. J'aime pas tout ce qui est plat préparé, j'aime pas ça. T'as mon pote du restaurant à côté qui me dit, Christian, je t'invite, je te fais une omelette. Voilà, j'ai fait 100 mètres, on est allé manger l'omelette ensemble. Plat tout simple, mais une omelette au cèpe, c'était formidable. On retiendra l'omelette au cèpe. Voilà, pour l'omelette au cèpe. Et moi, j'aime la cuisine simple, bonne,
avec des produits frais. Tu sais, quand je vais dans un restaurant avec mes amis, mon épouse, je ne prends jamais un restaurant où il y a une grande carte. En règle générale, il faut se méfier. As-tu un talent caché ? Je crois qu'il n'est pas caché. Je crois que j'aime les gens. Je crois pas d'ailleurs. J'aime les gens. Et alors, est-ce qu'il y a un truc carrément fou que tu as déjà fait ? Oui, Thomas, j'ai fait un truc carrément fou, qu'à l'âge que j'ai, je n'en ferai jamais plus. J'avais une 30aine d'années, donc j'avais un très bon niveau en planche à voile. Et on est parti de Ouaplage, c'est une petite plage pas très loin de Gravelines d'ailleurs. Et j'ai traversé aller-retour dans la journée la mer du Nord, où c'est là que j'ai vu des immenses cargos, immenses comme des immeubles, qui faisaient des vagues d'étrave de 5-6 mètres, où il fallait traverser, on passait entre eux, et nous on était tout petits avec notre planche à voile. En plus, il n'y avait pas beaucoup de vent, donc on marchait à 15 nœuds. Donc tu n'étais pas tout seul ? Non, on était deux planchistes. Au cas, il y en a un qui casse. Donc j'avais un sac à dos avec un pied de mât, des écoutes, on avait un peu de matériel. Au cas où... Pour aller où ? En face, en Angleterre. Et donc on a fait l'aller-retour. C'est en traversant le Channel, comme on dit, c'est là que je me dis, mais ils pourraient nous engloutir. En fait, ils ne le verraient même pas. Les cargos. Les cargos. On était hors radar. Et quand on est revenu, on s'est fait taper sur les doigts par les gardes-côtes. Ils ont trouvé ça d'un côté fou ce qu'on avait fait, mais de l'autre côté, ils ont dit c'est bravo, quoi, mais vous êtes parce que vous êtes revenus. Et donc j'aurais pu mourir en fait. Mais voilà, ça c'était un truc fou que maintenant je ne conseille pas de faire, sauf si on est encadré avec des bateaux moteurs et au cas où il y a un problème, quoi. Voilà, à ne pas reproduire chez soi. Voilà, à ne pas reproduire chez soi ou alors encadré. En effet, c'est assez fou. Un film ou une série préférée ? L'aventure, c'est l'aventure. C'est trop vieux pour toi, ça. Je me renseignerai. Lino Ventura, Jacques Brel. C'était un film extraordinaire sur une folie, mais surtout un parolier extraordinaire et surtout l'amitié. Regarde ce film. C'est noté, c'est noté. Merci pour toutes ces réponses. Pour revenir un peu sur l'aviron, et ça va être le moment de conclure, qu'est-ce qu'il faut attendre de cette saison 2023-2024 en tant que licencié FFA ? J'espère que mes licenciés vont ouvrir effectivement leur chakra, vont regarder un peu plus l'aviron de mer, parce que c'est pas parce qu'on rame en rivière qu'on peut pas aller ramer en mer, qu'ils puissent aussi transmettre, que chacun transmette sa passion de l'aviron aux autres. J'aimerais effectivement qu'on travaille plus sur l'inclusion aussi. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter cette saison pour le public loisir maintenant ? Plus de plaisir en ramant, plus de possibilités de randonnée, plus de possibilités de rencontres, parce que c'est ça, hein, on fait de l'aviron pour aussi se faire plaisir, pour les rencontres, pour la convivialité, pour les valeurs qu'on incarne. L'aviron, c'est ça. Et moi, ça me fait plaisir, ça. C'est cette notion de famille. Enfin, un mot pour les athlètes de haut niveau. Quoi attendre de 2024 ? Un mot pour mes athlètes qu'on soutient sans réserve, qu'on soutient à 200%. C'est de se faire plaisir, même si c'est dur, même s'il faut beaucoup de pugnacité. Bien sûr, la finalité, c'est d'être dans les meilleurs, mais quand même de garder une notion de plaisir. Merci Christian pour cette interview. Je pourrais t'en parler encore des heures, Thomas. C'est ma passion, tu l'as vu. Et la passion des autres, c'est l'aviron, les valeurs qu'on véhicule, le sport de haut niveau, qui nous oblige à nous remettre en cause tout le temps. Chaque matin, quand on se lève, qu'on soit athlète de haut niveau, qu'on soit chef d'entreprise, qu'on soit président de fédération, c'est de se dire que jamais rien n'est acquis, qu'il faut se remettre donc en question. On rend à l'aviron ce que l'aviron nous a offert. Et ça sera le mot de la fin. Merci Christian. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser une note, un commentaire ou le repartager. Dans tous les cas, je vous retrouve très vite pour un nouveau numéro de Coup de Pelle. On va essayer de continuer à être aussi bien organisé comme VDB. En tout cas, on n'aura pas réussi à faire plus court. Merci Thomas.